Et donc ces trois éléments mis bout à bout font que à chaque fois que j'ai intégré des organisations produits, je me suis retrouvé face à cette difficulté ou cette question qui est comment je transversalise le plus possible. Donc pour Jules et BZB, ça se matérialise par trois principaux enjeux. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Canton-Loga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans Product Leader Stories. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jamal Saïd, qui est leader en e-commerce chez BZB. Donc, merci Jamal d'avoir accepté notre proposition et pour ta dispo. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Comme d'habitude, écoute, ce que je voudrais, c'est que tu puisses commencer par te présenter. Donc, qui tu es, quel est ton rôle aujourd'hui chez BZB? Très bien, donc je m'appelle Jamal Saïd. J'ai 48 ans et je suis le directeur omni-commerce de BZB. Donc BZB, anciennement Bisbee, est une marque de mode urbaine qui fait partie de la galaxie des marques de fashion et de prêt-à-porter de l'AFM. Une marque qui a 20 ans et on adresse en fait une cible prioritaire, on va dire des 15-25 ans, autour d'une mode mixte, puisqu'on adresse l'homme et la femme. Et on a pour objectif de pouvoir s'émanciper, on va dire, en tout cas se développer, de gagner en notoriété en France dans les prochaines années, puisque historiquement c'est une marque qui était présente dans certaines villes à travers le territoire. Et donc voilà, une centaine de magasins, mais on a pour ambition d'accélérer et de très vite être présent un peu partout en France. Voilà, marque française historique et qui est en train d'accélérer son développement. D'accord. Voilà. Sinon, pour parler un peu plus de moi, avant de revenir sur BZB, donc avant d'arriver chez BZB, il y a 9-10 mois, j'étais chez Decathlon. J'étais directeur marketing et communication pour Decathlon France. Ça faisait 5 ans que j'étais chez Decathlon. Un parcours assez hybride, à la fois chez Decathlon et même avant mon expérience décathlonienne, puisque chez Decathlon, j'ai été en charge au début des sujets plutôt e-commerce. Et puis ensuite, on m'a proposé et j'ai accepté de prendre des sujets plus teintés clients et plus teintés marketing. Mais sinon, j'ai un parcours assez hybride. J'ai démarré ma carrière dans le consulting, société de services informatiques et de conseil informatique chez Capgemini, il y a pas mal d'années maintenant. J'ai fait mes premières années au sein de cette société de services. Ensuite, j'ai souhaité basculer, connaître un petit peu plus les enjeux qui se passent chez des annonceurs, chez des clients finaux et utilisateurs. Et donc, j'ai passé 3 ans chez Cofidis dans la finance, où je me suis occupé de solutions et business, à l'IT toujours. Ensuite, j'ai basculé chez Boulanger, où j'ai été en charge des opérations e-commerce, toujours côté IT, mais déjà avec un penchant métier qui m'a ensuite beaucoup plus attiré, mais j'avais pour enjeu chez Boulanger de réunir des équipes à la fois IT et métier autour d'enjeux d'accélération e-commerce. Et c'est comme ça que j'ai souhaité on va dire compléter mon background, mon profil avec toujours plus d'enjeux métiers et d'enjeux de transformation. Et donc, après l'aventure Boulanger, je suis revenu dans le monde du consulting, revenu à mes premiers amours chez Capgemini, où je me suis occupé de projets de transformation, des marques du retail, des marques du luxe, des entreprises internationales qui travaillent dans les secteurs du service, des transports, etc. Voilà, en 2019, j'ai quitté Capgemini, j'ai créé ma propre agence de consulting pour accompagner des entreprises dans leur transformation. Toujours à mi-chemin entre l'IT
Et le métier, parce que j'en ai fait vraiment un domaine de prédilection et j'avais la conviction, et j'ai toujours la conviction aujourd'hui que ce qui crée la valeur et ce qui crée l'accélération des enseignes, des entreprises, c'est cette capacité à avoir une IT et des business qui avancent en vraie logique de partenariat et avec des succès, des ambitions et des succès qui deviennent partagés au sein des différentes organisations. Donc voilà, donc j'ai mené ça chez différentes enseignes et c'est comme ça que j'ai reconnecté avec Decathlon, en prestant pour Decathlon sur ses objectifs d'accélération. Donc j'ai intégré Decathlon en 2021 et puis ensuite j'ai quitté Decathlon pour intégrer BZB. Voilà un peu en très court pour mon parcours. Ok, très clair. Donc réconcilier l'IT et le métier, c'est tout l'enjeu du product management, ça. Oui, entre autres, c'est l'enjeu des entreprises de manière générale et en particulier effectivement du product management. Une des convictions fortes que j'ai, c'est que au-delà des organisations, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises orgas, mais finalement, c'est plutôt des bonnes ou des mauvaises animations d'organisation. Et j'ai toujours cherché à placer l'humain, la relation, la façon dont les équipes interagissent au cœur du débat, au cœur des problématiques de restructuration, puisque voilà, on a des orgas qui sont souvent imparfaites. Par contre, quand on positionne à la fois les bonnes équipes, les bonnes expertises et la bonne relation et les bonnes interdépendances entre ces équipes, on arrive à être productif. Ouais. C'est sûr. Et aujourd'hui, en tant que directeur omni-commerce, c'est-à-dire que tu t'occupes aussi bien de toute la partie donc magasin retail et aussi digital? Tout à fait. Donc mon scope de responsabilité chez BZB, c'est l'une des raisons qui m'a attiré dans cette nouvelle aventure, c'est de réconcilier le retail. Donc j'anime le réseau de 100 magasins en France avec une directrice des ventes que j'anime en direct et puis des directeurs régionaux qui eux-mêmes animent des responsables de magasins. Et puis au même niveau le digital, tout le digital commerce, donc le site e-commerce, l'application mobile, toute la transformation digitale autour du client, donc la relation client, le programme de fidélité, le service client, et puis enfin l'informatique. Et donc tous les outils qui permettent à la fois de mener à bien ces opérations, qui permettent de vendre donc sur les différents canaux, et puis en même temps de transformer l'entreprise. Okay. Donc c'est un sacré périmètre, mais en même temps ça te permet d'avoir vraiment tous les leviers pour... Exactement. Donc une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint BZB, c'est de pouvoir vivre cette expérience où en réunissant l'ensemble des leviers qui permettent véritablement de changer les façons de faire et de transformer les gestes métiers dans l'entreprise. Il y avait cette capacité à pouvoir démontrer que l'omnicanal, l'omnicommerce, c'est avant tout une histoire de convergence de ces différents métiers, de ces différentes équipes, et de démontrer aussi que le digital joue un rôle clé dans cette transformation d'entreprise, oui. Avec tous les leviers qui en découlent. En magasin, dans les services centraux, dans les équipes IT. Ok, très clair. Bah, écoute, tu me fais une excellente transition sur le sujet dont je voulais te parler après. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé justement pour pouvoir travailler sur l'IT, sur les produits qui composent aujourd'hui votre écosystème d'outils? Comment vous êtes organisé et c'est quoi, selon toi, les spécificités de BZB par rapport à, tu nous as cité Decathlon, Boulanger, plein d'autres entreprises. C'est quoi les spécificités selon toi? Alors peut-être déjà commencer par répondre à cette deuxième question. C'est particulier parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt évolué au sein de grandes entreprises, on va dire soit des entreprises internationales, soit des entreprises en tout cas de taille assez significative. Et là, BZB, on parle d'une marque qui pèse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près 350-400 personnes au global dans l'entreprise. Des services centraux et des services supports qui représentent 70 personnes. La taille de mes équipes, c'est une vingtaine de personnes en tout et pour tout. Donc voilà, le premier enjeu pour moi, c'était de me dire, est-ce que des recettes, est-ce que des façons de travailler, est-ce que des gestes métiers qui fonctionnent dans des grandes organisations sont adaptables à des structures de taille beaucoup plus restreintes. Donc moi j'ai des équipes taille pizza comme on dit, qui sont très courtes et donc une relation au quotidien où justement la proximité et l'agilité sont au cœur du succès. C'est-à-dire que si on n'a pas cette capacité à décider très vite,
à se réunir et à mettre en place dès le lendemain ce qui a été décidé en amont, et ben en fait ça ne marche juste pas, puisque on n'a pas cette capacité, cette résilience qu'on peut avoir dans des structures parfois un petit peu plus costauds. Et donc voilà, une des premières grosses différences par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est d'être dans un environnement qui est beaucoup plus soumis aux aléas des performances très court terme. Ok. Il faut savoir réagir très vite, il faut savoir rebondir très vite, là où on est sur des cycles beaucoup plus longs et parfois aussi beaucoup plus frustrants quand on est dans des grandes organisations pour pouvoir faire bouger les choses. Ensuite, pour revenir à ton second point, qui est comment une entreprise comme BZB est structurée. Alors déjà, il y a une particularité, c'est que BZB fait partie d'un écosystème qui est hérité de l'organisation Fashion Cube. Donc Fashion Cube, à l'époque, c'était la réunion de tout un tas d'entreprises au sein de l'AFM qui évoluaient dans le marché du prêt-à-porter. Donc Jules, BZB, Rouge-Gorge, Grain de Malice, etc. Et donc l'héritage de cette organisation qui n'existe plus, c'est qu'on a mutualisé l'informatique. Parmi tout un tas de métiers qui ont été mutualisés, l'informatique est restée mutualisée entre Jules et BZB. Donc déjà, la première particularité, c'est que on partage avec Jules des ressources, des environnements, des solutions informatiques, et donc une organisation aussi entre les métiers et l'IT qui est plus ou moins commune en fonction des thématiques. La seconde chose, c'est que historiquement, BZB a peu investi dans son informatique puisqu'elle n'avait pas cette nécessité-là, étant donné qu'elle s'appuyait sur des équipes qui étaient au service de l'ensemble des marques. Et donc, on est dans une démarche depuis bien avant mon arrivée, mais depuis mon arrivée, on l'accélère, une démarche d'autonomisation de BZB, où on investit sur un petit peu plus sur nos solutions IT de demain. On investit aussi sur des profils, des compétences, des expertises qui progressivement vont nous rejoindre pour prendre cette autonomie et être capable d'accélérer plus fort sur les enjeux qui sont les nôtres. Et donc ça veut dire qu'avec Jules, au jour d'aujourd'hui, on est dans une véritable transformation des façons de faire. L'organisation produit est assez récente chez Jules et chez BZB, et chez Jules en particulier, qui est une IT un peu plus costaud avec une quarantaine de personnes. 2025 a été l'année où ils ont posé les bases de l'organisation produit. Ils ont créé des domaines qui regroupe tout un tas d'enjeux métiers. Si je prends le domaine principal qui m'intéresse, un domaine retail, digital client, au sein duquel on va retrouver des produits qui servent à la vente, au commerce, que ce soit en physique ou en digital. Et voilà, les bases de l'organisation produit ont été mises en place avec à la fois un travail de vision stratégique partagé entre les deux enseignes, Jules et BZB, un travail ensuite de discovery autour des produits qui commence à voir le jour, et puis enfin des équipes de delivery qui ont posé les bases d'un delivery agile avec des backlogs, des feature teams, et puis une organisation qui permet de prioriser et puis de travailler sur les roadmaps et sur les plannings de façon tout à fait standard. Mais voilà, on en est au tout début. Ce qui est sûr, c'est que pour BZB, l'enjeu des semaines et des mois qui viennent, ça va être dans cette accélération du Product Operating Model de Jules, de se dire qu'il y a une particularité pour BZB qui est liée à la singularité de la marque BZB. On n'a pas tout à fait les mêmes trajectoires, on n'a pas tout à fait les mêmes stratégies de développement. Et donc pour ça, il va falloir qu'on fasse émerger au sein d'une roadmap qui est déjà riche pour Jules, les particularités, les spécificités de BZB. C'est la raison pour laquelle on investit dans des profils comme des product owners, des équipes data qui vont nous permettre de travailler la roadmap spécifique à BZB et puis travailler la façon d'interagir entre les équipes métiers d'un côté et de l'autre et les équipes IT. Ok. Et justement, sur cette interaction entre les équipes métiers et les équipes IT, toi qui as été des deux côtés, quand tu arrives sur un rôle comme ça de directeur omni-commerce, comment tu fais en sorte de créer cette relation de partenariat entre l'IT et le métier, de bien faire connaître ta singularité, de favoriser la transversalité? Comment tu installes cette relation forte en arrivant? Oui, c'est une excellente question parce que le constat que je fais chez Jules BZB est quasiment le même que celui que j'ai pu faire par le passé.
Les organisations produits dans lesquelles j'ai évolué, que ce soit lorsque j'étais côté produit ou désormais côté métier, ont souvent le même écueil. C'est cette difficulté et cette approche transversale entre métier et produit qui n'est pas naturelle, parce qu'elle vient s'interchoquer, je vais le dire comme ça, avec à la fois la culture des entreprises, qui historiquement n'était absolument pas celle-là, des approches très silotées dans l'organisation, et encore plus entre, alors déjà très silotées entre les domaines métiers, mais si je ne parle que de la partie IT, très silotées entre les équipes IT elles-mêmes. Et puis enfin, le dernier écueil que je rencontrais, c'était un écueil d'accélération autour de la façon dont on va rendre le delivery plus agile, indépendamment de la découpe. C'est cette façon dont les organisations deviennent de plus en plus agiles et les équipes évitent d'être sur des cycles trop longs. Et donc ces trois éléments mis bout à bout font que à chaque fois que j'ai intégré des organisations produits, je me suis retrouvé face à cette difficulté ou cette question qui est comment je transversalise le plus possible. Donc pour Jules et BZB, ça se matérialise par trois principaux enjeux. Il y en a un qui est le premier et qui est pour moi rencontré un peu partout, qui va être comment on réussit à construire une vision stratégique, on va dire, et puis ensuite des objectifs stratégiques, nos propres KPI North Star, on va dire ça, à 3-5 ans, qui soient les plus clairs, les plus simples et les plus partagés possibles. Okay. Et rien que ça, on se rend vite compte que, en fonction des interlocuteurs que j'ai au quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on n'a pas fait ce travail préalable d'un point de vue purement métier, avant même d'impliquer les équipes produits. D'un point de vue purement métier, on n'a pas ce travail suffisant entre les enseignes pour pouvoir s'assurer que cette vision métier, qui va se traduire par une vision produit ensuite, soit la plus claire, la plus simple et la plus partagée possible. Donc, premier enjeu, ça va être celui-là. Donc, je passe énormément de temps, moi, à rencontrer mes interlocuteurs métiers de part et d'autre, pour pouvoir s'assurer qu'on partage cela, ou qu'à minima, si la vision n'est pas partagée, qu'on identifie ce que sont justement nos singularités et nos spécificités, pour être en mesure ensuite, quand on parle aux équipes IT et aux équipes produits, d'être beaucoup plus précis dans ce sur quoi on va vouloir travailler. Okay. Et sur ce premier point de la vision, une fois qu'elle a été créée, tu fais en sorte que ce soit systématique, que ce soit présenté aux équipes IT, je sais pas, tu l'affiches sur les murs, qu'est-ce que tu fais pour que ce soit partagé comme ça? Alors, pour l'instant, c'est beaucoup de culture verbale, mais ça, c'est lié, je pense que c'est dans l'ADN globalement des entreprises de l'AFM et en particulier de les entreprises Jules BZB dans lesquelles j'interviens aujourd'hui, une culture de l'oral qui est très forte. Okay. Et donc, passer de cette culture à une culture beaucoup plus visuelle, beaucoup plus, qui s'appuie beaucoup plus sur de l'affichage, qui s'appuie beaucoup plus aussi sur, on va dire, de la formalisation. C'est encore un chemin qu'il faut que l'on fasse. En tout cas, moi, je travaille beaucoup sur cette histoire de formalisation et sur ces étapes de ritualisation, on va dire, de séquences de partage mensuelles, trimestrielles et hebdomadaires sur les enjeux qui sont les nôtres. Ouais. Ok, ça marche. Voilà, donc ça c'est le premier pan. Un deuxième pan qui est assez structurant pour nous parce qu'on est quand même avec des effectifs restreints. C'est le pan, on va dire, organisationnel autour des équipes. L'enjeu de faire en sorte qu'elles soient les plus mixtes possibles et cet enjeu autour duquel on va positionner un maximum d'hétérogénéité entre de l'IT, du métier, de la data, pour avoir des équipes des équipes produits qui soient les plus complètes et les plus performantes possibles. Bah là, on n'y est pas encore non plus, mais on y travaille. Et donc, je pense qu'on arrive à bien le faire sur les enjeux e-commerce. Okay. Je pense que sur notre produit e-commerce, donc on est sur une équipe qui est aussi l'héritage de Fashion Cube, qui s'appelle OCS, et qui est un peu le cas particulier de notre organisation globale. Cette équipe OCS est une équipe qui est partagée entre les différentes enseignes, Rouge-Gorge, Jules et BZB, et qui est déjà dans cette logique produit. Donc c'est peut-être aussi plus simple de le faire dans cet aspect-là. Mais là, on a des équipes qui sont suffisamment mixtes
autour des produits e-commerce, la descente catalogue, le tunnel de commande, toute la partie order management. Bon voilà, là on parvient quand même à avoir des équipes hétérogènes et des équipes désilotées de par les compétences métiers et de par les compétences techniques. Mais pour moi c'est le deuxième enjeu. C'est comment on va faire dans les semaines et dans les mois qui viennent pour qu'on assure cette capacité à avoir des équipes produits qui soient les plus représentatives de ce qu'il faut pour garantir un produit le plus conforme possible avec les attentes et les enjeux commerciaux, les enjeux business des deux enseignes. Donc le deuxième écueil, au-delà de la vision, c'est d'avoir des équipes les plus mixtes et donc transversales possibles, qui vont assurer la transversalité, parce qu'à partir du moment où elles sont composées de représentants des différents métiers clés, de fait, elles deviennent à la fois homogènes en tant que telles pour assurer une cohérence du produit, mais elles deviennent aussi, elles permettent de contaminer, si je peux le dire comme ça, les organisations métiers, et donc de donner plus de sens sur les raisons pour lesquelles on a fait tel choix, telle priorisation dans la roadmap produit par exemple. Okay. Voilà, et puis enfin, je dirais que le dernier écueil que je rencontre et sur lequel je travaille, c'est plutôt de la montée en compétences. Je pense pas que dans l'organisation Jules BZB, on sera des staccanovistes du product operating model et on n'appliquera pas 100% toute la littératie autour des orgas produits. Par contre, on a besoin d'avoir de l'upskilling sur ce qui fait on va dire, la vraie valeur ajoutée des organisations produits aujourd'hui. Moi, je trouve qu'avec l'arrivée de l'IA générative, de l'IA agentique, on a, avec les orgas produits, un supplément d'âme qui se crée avec cette capacité à automatiser, et donc accélérer beaucoup de phases du product management, que ce soit sur la discovery, que ce soit sur les phases de définition de la vision stratégique, avec beaucoup d'insights, qui aujourd'hui des phases d'insight et de recherche qui sont accélérées. Et donc, moi, je passe énormément de temps à définir là où on doit s'upskiller, là où on doit utiliser ce que les dernières technos nous permettent de faire. Donc, les phases d'études qui pouvaient prendre 2-3 mois chez BZB, où on passait par de l'externe, on essaye de les accélérer en faisant monter en compétences nos responsables d'études sur des outils qui vont leur permettre de faire l'équivalent. On passe de 3 semaines à parfois quelques heures pour pouvoir récolter ces insights. De même, sur les phases... au-delà du UX Research, sur les phases d'analyse, on a une Analytics Factory qui a vu le jour chez Jules. Et moi, j'espère et je souhaite qu'on capitalise sur cette Analytics Factory pour que toutes les recherches et toutes les analyses qui ressortent, de nos parcours clients, de nos enquêtes clients, puissent être aussi accélérées et donc nourrir les réflexions des équipes produits au quotidien. Et donc voilà, je trouve que au-delà de l'orga produit 100% nickel tel que on la voit chez certains, à l'époque, moi j'étais par exemple certifié Safe et on déployait Safe partout chez certains clients. Je pense que c'est plus le sujet. Le sujet, c'est de se dire, grâce à l'organisation produit, on va être capable de venir avec les dernières technologies, accélérer très fort, réduire très fort des temps soit d'appropriation, soit de réflexion et ensuite de mise en œuvre qui vont faire gagner beaucoup de valeur et créer beaucoup de valeur aux organisations telles que Jules et BZB. Et donc voilà, j'imagine mes prochains mois comme étant des mois où on va pouvoir faire des sauts là où on mettait 12 mois, 24 mois pour déployer une organisation. Je pense que la techno va vous faire probablement faire passer des sauts de maturité, je vais le dire comme ça, pour être très efficace grâce aux dernières technologies notamment. Ah, mais c'est intéressant et c'est sûr que toutes les possibilités que nous offre l'IA générative, c'est vrai que pour un acteur comme vous, ça peut vous permettre d'être beaucoup plus autonome et de gagner vraiment en time to market sur des choses qui auraient pu prendre beaucoup plus de temps, donc c'est intéressant. Ouais, et puis je dirais qu'il y a un mix pour des structures assez courtes comme la mienne. Il y a un enjeu à trouver le bon mix entre ce que l'on continuera d'externaliser et parfois, on est dans une culture SaaS 100% parce que voilà, on pense que c'est beaucoup plus efficace par rapport à la marque que l'on est.
On continuera d'aller chercher des solutions qui sur étagère vont nous permettre, voilà, de pouvoir évoluer sur tout un tas de transformations et puis de services clients. Mais je dirais que l'IA bat les cartes sur notre capacité à aussi faire des choses en propre, parce qu'on n'a plus besoin d'être autant expert que par le passé sur tout un tas de sujets. Et donc, plutôt qu'externaliser, l'enjeu, ça va être d'identifier les sujets sur lesquels on doit reprendre de l'autonomie, on doit monter en compétences et être capable de faire en propre, parce que on va aller beaucoup plus vite qu'en externalisant. Ok, très clair. Et pour revenir sur notre sujet de relation entre le métier et l'IT, on peut parfois voir dans des organisations où il y a une relation qui est encore très client-fournisseur entre les deux, entre métier et IT. Ce qu'on dit souvent, c'est que le métier, lui, avant tout, c'est lui qui connaît le mieux le problème, quels sont les objectifs à atteindre, où il faut aller, etc. Et que le produit, de son côté, l'IT, eux, ils sont plutôt en maîtrise de la solution, ils proposer quelle est la meilleure solution pour répondre à ce problème-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis au quotidien et comment tu fais en sorte de bien instaurer aussi cette bonne relation entre les deux? Oui, alors je dirais que moi j'ai eu cette chance d'évoluer chez Decathlon pendant 5 ans, et je dirais que ma perception du rôle client-fournisseur que tu évoques, elle a quand même pas mal évolué avec ce qui a été mis en place chez Decathlon depuis des années, et cette propension à faire émerger dans les équipes produits des profils très business, parfois plus business que certaines équipes métiers qu'on pouvait retrouver dans les pays, que ce soit en France ou ailleurs. C'est une force. C'est une force de se dire que, en tant qu'équipe produit, je vais aller chercher, pour pouvoir avoir cette bonne représentation de ce qu'est le métier, des profils métiers. Okay. Et pas forcément des équipes qui viennent de l'IT ou du produit et qui ont fait leur carrière et qui ont fait leur expertise en montant en puissance sur uniquement des logiques produits. Et donc, on voyait émerger dans les équipes chez Decathlon des personnes qui n'avaient qui n'avaient jamais évolué au sein d'équipes produits, qui venaient du métier, mais qui devenaient product manager, groupe product manager, etc. Et qui avaient cette capacité à réconcilier, à rapprocher et à vraiment construire cette logique de partenariat entre des équipes purement métiers sur le terrain, donc qui étaient des pays, et qui étaient des équipes magasins, et qui au quotidien pouvaient être très éloignées des enjeux de product, et puis des équipes anciennement IT qui étaient devenues des équipes produits. Donc je pense que ça s'incarne en fait, cette logique de partenariat, okay, avec des gens dont la responsabilité, ça va être de rapprocher ces équipes-là, ces métiers-là. Okay. Et puis voilà, et puis peut-être la deuxième réponse que je peux faire, au-delà du fait que ma vision a pas mal changé, c'est que je pense que dans des orgas plus courtes, c'est encore plus prégnant comme enjeu. Je dirais qu'on n'a pas le choix, que casser cette logique de prise de besoin, je réponds à un besoin qui m'a été exprimé du mieux possible, et je rends des comptes, elle ne peut plus exister dans des orgas courtes. On a la nécessité de devoir construire ensemble cette vision, j'en parlais tout à l'heure, de construire ensemble cette roadmap, et de venir sur des cycles très courts vérifier que ce qui est mis en place, ce qui est déployé, en termes d'outcome, et pas uniquement en termes d'output, puisque très souvent, malheureusement, dans cette logique client-fournisseur, voilà, on restitue un résultat qui est un produit IT qui fonctionne, mais est-ce qu'il fonctionne au point d'atteindre les résultats business? Je pense que dans des équipes courtes, c'est encore plus stratégique. Voilà. Donc, en tout cas, chez BZB et chez Jules, l'enjeu, ça va être d'animer les équipes IT sur les outcomes plus que partout ailleurs, quoi, parce que c'est un enjeu crucial de survie. Ok, très clair. Et de ce que je comprends dans ton premier élément de réponse, c'est aussi de pouvoir, en faisant arriver de nouveaux profils, mais faire en sorte qu'il y ait un peu plus de culture business au produit à l'IT, et peut-être parfois un peu plus de culture au produit aussi au business, pour que chacun puisse bien comprendre les enjeux les uns des autres et savoir travailler plus en symbiose. Oui, c'est vrai, et j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure quand je parlais de vision, mais pour moi, c'est la vision et les OKR qui en découlent. Et souvent, ce qui a posé problème, en tout cas dans les organisations que j'ai intégrées, c'était qu'on avait des OKR par équipe produit, parfois par groupe de produits, mais ça s'arrêtait là. Ouais. Ça s'arrêtait là, et la transversalité qu'on évoquait depuis le début, de mon point de vue, passe par la capacité à avoir des OKR chapeaux
qui transcendent, on va dire, chaque équipe produit les unes à côté des autres, qui soient issues du métier, mais qui soient aussi construites avec les équipes produits. Dit autrement, un peu en forme d'entonnoir, être capable de réconcilier les enjeux métiers à travers des OKR chapeaux qui vont être partagés par toutes les équipes produits. Malheureusement, on a du mal à le faire, ça, au quotidien. On a souvent des OKR produits par produit. Ah, c'est un vrai enjeu de savoir bâtir des OKR qui parlent à tous, qui partent du haut, etc. Donc, non, c'est sûr qu'on le voit assez souvent. Tout à fait. Ensuite, j'avais une dernière question pour toi, un peu une question d'ouverture. En fait, au moment où on enregistre l'épisode, c'est juste, on est en ce moment, il y a ce qu'on appelle la NRF à New York, qui a un grand salon du retail, et pour lequel Google a annoncé ce qui s'appelle leur UCP, leur Universal Commerce Protocol, qui est en fait un protocole qui devrait vraiment faciliter le fait de pouvoir avoir des parcours d'achat complets au sein d'agents comme Gemini et d'autres. La question que je me posais, c'est quand on est directeur omni-commerce d'une marque comme BZB, comment tu fais pour t'adapter à ça, faire en sorte d'être prêt au moment où vraiment ça devient une réalité? Comment toi tu te prépares à tout ça? Alors c'est une excellente question parce que historiquement, j'ai jamais trop aimé parler de révolution en matière de digital. Je suis convaincu que ce sont des évolutions qui sont plus ou moins rapides. Et il y a toujours un décalage entre les effets d'annonce et la réalité de l'appropriation par les métiers, par les équipes IT au sein des entreprises. Pour autant, là, je pense qu'on n'est pas loin de parler d'une révolution quand on parle de commerce conversationnel. Et on n'en parle pas que depuis cette année et la NRF de 2025. Le commerce conversationnel, on en parle quand même depuis 3, 4, voire 5 ans. On parlait souvent de service client conversationnel avant même de parler de e-commerce. Là, je pense qu'on est vraiment sur une révolution. Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'une des premières fois depuis très longtemps où le zéro interface arrive. Vraiment. C'est-à-dire que avant, pour vendre un produit, pour vendre un service, on avait besoin de cette interface qui se matérialisait par une application mobile, par un site e-commerce, par je ne sais quoi, parfois par un robot physiquement qui interagissait. Là, avec ce qui est en train de nous sortir Google et avec ce qu'on voit apparaître, l'IA agentique et cette capacité à commander en faisant du pouce-bouton ou juste à la voix un produit par le biais d'un besoin qu'on a tout simplement exprimé. Moi, je pense qu'on est en train de révolutionner la façon dont les enseignes vont imaginer leur commerce à distance ou leur commerce en magasin. Et pour ça, comment on s'y prépare? Eh ben, je parlais d'upskilling tout à l'heure. C'est pas uniquement de faire la révolution sur nos outils et sur nos interfaces. Je pense que c'est avant tout et surtout une question de compréhension de ce qui se passe par nos équipes. Par nos équipes dans les services supports, donc les équipes e-commerce bien sûr, les équipes métiers, voilà le scope que l'on a évoqué depuis le début de cet entretien, mais aussi et surtout par les équipes terrain. Donc moi qui suis dans une enseigne, dans une marque de prêt-à-porter, mes vendeurs en magasin, les directeurs régionaux, ma directrice des ventes sont une population qui va devoir comprendre à quel point le rôle de l'humain, le rôle de la relation, le rôle de l'interaction va créer de la singularité pour les marques. Okay. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un commerce en conversationnel et qui va surtout se passer auprès de quelques marques qui ont déjà pris de l'avance, qui vont peut-être changer les façons de faire, mais qui vont parler à des gens qui sont plutôt des technophiles, qui vont adopter, on va dire, cette évolution dans les 2-3 prochaines années. Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est que les marques comme BZB, qui continuent d'investir dans la relation, qui continuent d'investir dans l'interaction entre des clients et des hommes et des femmes en magasin, et qui utilisent ces technologies pour améliorer l'expérience, pour amplifier, améliorer le service rendu, pour, par exemple, améliorer le conseil, améliorer le coaching produit, améliorer l'expertise autour de la vente, la nature des matériaux, l'adaptation à certaines allergies. On sait qu'on a des clients chez nous qui nous posent beaucoup de questions sur la composition des produits et des vêtements. Donc, je compte beaucoup plus sur l'apport de la technologie et de ce qu'amènent ces agents, ce qu'amène ce commerce conversationnel dans l'aide à la vente
mais qui sera continuellement porté par des hommes et des femmes, plutôt que de me dire qu'on va à nouveau vivre une révolution qui fera que, voilà, avec le commerce conversationnel, les magasins vont disparaître, le commerce traditionnel va disparaître. Ça, j'y crois absolument pas. Par contre, le commerce augmenté, on y est. Et le commerce conversationnel est très fortement augmenté avec ce que Google vient d'annoncer. Ouais. Ok. Et par rapport tout au pan e-commerce, le fait d'avoir, aujourd'hui, la plupart des marques, ils ont leur propre site e-commerce pour vendre en direct, etc. Ouais. Il y a un risque de désintermédiation là-dessus, tu penses ou... Oui, probablement désintermédiation par des acteurs qui vont émerger et qui vont nous rendre la vie dure, probablement. Maintenant, je crois à la puissance des marques et à leur capacité à s'adresser en direct et à continuer de nourrir le fil, nourrir la relation et nourrir l'engagement en direct. Et donc, des intermédiaires qui vont avoir une nouvelle proposition de valeur pour du commerce d'urgence, des achats qui correspondent à des besoins vitaux pour nos clients. Je dois changer mon frigo qui est cassé, je dois me préparer pour un événement. Très bien, je pense que ça fera le travail. Inspirer, émerveiller, faire vivre des expériences. Moi, je suis continuellement convaincu que les marques auront cette valeur ajoutée. Des intermédiaires dont ça n'est pas le métier auront toujours cette difficulté à le faire. Bon, c'est ma conviction. Non, mais super intéressant, super intéressant. Merci beaucoup, Jamal, pour l'échange. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Et puis, au plaisir d'une nouvelle intervention, pourquoi pas, plus tard. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!